Bonjour et bienvenue sur Apostat Islam, le podcast des apostats, c'est Momo. Si vous m'écoutez sur YouTube, la chaîne se nomme Témoignages ex-musulmans. Aujourd'hui nous accueillons Ali. Alors qui est Ali? Ali c'est un ami de notre précédent interviewé qui se nommait Kamel. Et Kamel nous avait parlé dans son interview d'un ami à lui qui l'avait beaucoup aidé dans son jugement et qui l'avait prénommé A. Et du coup, A, bah, c'est Ali aujourd'hui qu'on va rencontrer. Alors, qui est Ali? Ali, c'est un homme qui a grandi dans les années 70 en Moselle, et en Moselle, dans une région marquée par tout ce qui était bassin sidérurgique, donc un monde ouvrier, un monde très difficile, vous verrez dans l'interview, où les conditions de vie étaient très différentes de ce qu'on pourrait fantasmer, peut-être quand on pense aujourd'hui aux années 70. Ceci dit, c'était un monde quand même qui était où il y avait énormément de mixité, que ce soit de mixité sociale, de classe, mais aussi de mixité de ethnique, de différentes communautés un peu partout dans le monde, qui s'étaient réunies dans cette région pour pouvoir venir y travailler. Et c'est dans cette région du coup qu'Ali a grandi. Et c'est là où, alors que ses parents ne l'ont absolument pas incité à l'islam, même si l'environnement restait musulman au sein de la famille, c'est lui tout seul, avec ses propres recherches, qui s'est intéressé à la religion de ses ancêtres. Et ses ancêtres qui étaient donc algériens, et comme beaucoup d'Algériens, notre ami Ali fantasmait beaucoup son pays, il l'idéalisait beaucoup. Et suite à la destruction des emplois qu'a connue cette région, Ali a été envoyé vivre avec toute sa famille en Algérie. Et c'est suite à ce choc des cultures, pourtant dans un pays qu'il idéalisait beaucoup, qu'Ali va apostasier. Et donc dans cette interview, on pourra suivre Ali au cours de ses pérégrinations entre le bassin minier français et, euh, et l'Algérie où il a atterri ensuite. J'espère que comme moi, bah, vous serez intéressé par ce parcours de vie. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne interview. Bonjour et bienvenue sur Apostat Islam, le podcast des apostats. C'est Momo. Aujourd'hui, nous accueillons Ali. Et Ali, pour commencer, dis-nous qui es-tu? Bonsoir Momo. J'ai 55 ans. Je suis cadre A de la fonction publique et je suis un ancien musulman, et donc un vieil apostat. Je suis un enfant de Lorraine, de la Lorraine sidérurgique, donc ce qu'on dénomme classiquement de la classe ouvrière. Et j'ai grandi dans une ZUP dans les années 70, 80, etc. Et j'ai grandi dans un milieu où il y avait un melting pot d'origine, et on ne se posait pas la question d'où on venait. Donc, moi, j'ai grandi avec principalement des gens de la première immigration, donc italienne, portugaise, polonaise, et ensuite on va dire de la seconde vague, algérienne, marocaine, tunisienne, et aussi yougoslave, même des Turcs. Donc voilà pour mon origine. J'étais plutôt, dans ma scolarité, plutôt bon élève, très curieux et timide, une grande timidité. Je suis quelqu'un qui a toujours recherché la justice. Ça, c'est important pour comprendre comment je suis arrivé dans l'islam, d'abord. Je précise que dans ma famille, donc d'origine algérienne, kabyle, très peu de références à Dieu ou à l'islam, vraiment. Uniquement dans le cadre des fêtes du type fin de Ramadan ou des choses comme ça. Mais sans plus, rien qui fasse référence à l'islam chez nous, vraiment. Ni dans l'éducation. Voilà, à part les fêtes, les choses comme ça. Voilà. Donc d'un point de vue culturel, on se disait, voilà, musulman. Mais dans la croyance, rien de transmis. C'était à moi d'aller chercher
si j'en avais envie, euh, à quoi ressemblait ou quelle était l'idéologie ou le dogme de cette religion. Et pour surprendre un peu l'auditoire, je n'ai pas commencé à être croyant par l'islam. Vers l'âge de 9 ans, 9-10 ans, dans notre quartier, donc populaire, ouvrier, mais avec quand même un mélange social, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des cadres des usines qui vivaient avec nous. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un melting pot de toutes les origines, j'ai peut-être omis le principal, à savoir qu'il y avait des Français de souche, comme on dit. Donc, j'ai grandi avec tout ce monde-là. Et donc, dans notre ZUP, il y avait 2 dames qui venaient régulièrement dans un appartement qu'elles avaient certainement loué pour ça, et qui donnaient des cours de catéchisme catholique, chrétien. Et le truc pour attirer souvent les enfants, c'était qu'elles offraient des bonbons. Et on y allait, mais elles étaient très très gentilles. Et elles nous donnaient des cours, si vous voulez, un peu de catéchisme. Et c'est là, moi, qui étais en recherche de justice, où je découvre une figure qui est Jésus. J'avais 9-10 ans. Et j'ai suivi donc la présentation qu'on m'a faite de ce personnage, et ça collait parfaitement à ce que je recherchais. Donc une croyance dans laquelle les hommes étaient bons, et il fallait l'être entre tous les hommes. Alors ça, c'est l'origine de ma croyance en Dieu, si vous voulez. Et c'est ensuite, un peu plus tard, que je me suis posé la question, en me disant, mais je suis quand même d'une origine où c'est pas la croyance qui s'impose. Et en côtoyant donc mes copains, etc., c'est là que je me rends compte que il y a la même chose, mais pour nous, entre guillemets, donc ceux d'origine nord-africaine. Et ça s'appelle l'islam. Eh bien, c'est comme ça que je suis rentré dans l'islam. Donc étonnamment, pas par le biais de mes parents. Tes parents, ils te parlaient jamais de ce que tu faisais dans ces cours de catéchisme? T'as entre 8 et 10 ans, si je comprends Oui, bien. c'est ça. Et du coup, quand tu rentres ils savent ce que tu fais, parce que j'imagine Non, que comme tout enfant comment non, ça, ils savent pas ce que tu fais? je vais t'expliquer pourquoi. Parce que on était assez livrés à nous-mêmes. Tu sais, moi, alors, j'ai une famille. Alors, à cette époque-là, on va dire qu'elle était quand même famille nombreuse. À cette époque-là, on devait être peut-être 5 ou 6 enfants déjà, sur toute une fratrie, on va dire, moi compris, au final, de 8. Donc, ma mère a la douche à fouetter. Si on est dehors, c'est tant mieux. On est avec les amis, les copains, etc. On s'amuse. Et le père, il est absent. Pourquoi? Parce que c'est l'époque où on fait les 3-8, ce qu'on appelle les 3 fois 8. C'est-à-dire qu'on travaille une semaine à 5 heures du matin jusqu'à 13 heures, l'autre semaine de 14 à 22 heures, et l'autre semaine de 22 à 8, et on revient voilà, au milieu du matin. Donc mon père est jamais présent. Donc nous, on est carrément livrés à nous-mêmes quand on n'est pas à l'école, bien entendu. Donc voilà, pour répondre à la question, c'est que les parents ne savent pas ce qu'on fait. Et nous, l'intérêt, c'est quoi? C'est les Mais ils savent bonbons. pas ce que fait, dans le sens, ils ignorent sciemment ce que tu fais, ou alors si tu Ah leur non, dis, ils s'en foutent? non, j'avais même pas besoin de leur dire. C'est-à-dire qu'ils avaient leur vie. Nous, on était dehors, on nous appelait pour le repas. On prenait notre repas. Et si c'était le soir, on prenait notre repas, puis on restait à la maison. Puis le lendemain, l'école, etc., etc. Et le week-end, par D'accord. exemple, le samedi, c'est ce que je viens de raconter. C'est-à-dire qu'on sort, on va voir les copains, etc. Puis on sait que à telle heure, il y a la fameuse réunion avec ces 2 dames, et puis on est vraiment content d'y aller parce que déjà on est entre nous, ce sont des dames gentilles, elles nous offrent des bonbons à la fin, et moi personnellement, et je me souviens qu'on suivait ça avec attention, parce que quand elles racontaient les histoires, il y avait un tableau avec des gommettes, enfin des représentations pour nous montrer à quoi ça ressemblait, par exemple la multiplication des petits pains, des poissons, etc. Mais c'était didactique, quoi. C'était pédagogique, c'était sympathique. Mais moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était vraiment le personnage. Je dis, un personnage comme ça, mais c'est super. C'est un héros. Et c'est qu'après que j'ai fait le rapport en me disant, mais
Mais un héros comme ça doit exister aussi dans, entre guillemets, ma communauté, quoi, puisqu'on me dit que je serais plutôt d'une autre croyance. Et puis j'ai cherché dans la croyance, etc. On me dit, ah tiens, d'accord, ça s'appelle l'islam. Il doit y avoir un personnage comme ça, qui prend la défense de la veuve et de l'orphelin. Donc voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans l'islam. Tu parlais pas avec des adultes de ta famille, de Jésus par exemple? Non, Parce que là, j'ai vraiment l'impression que t'es en autonomie totale. Alors maintenant, au j'essaie. moins, avec toi, on a découvert le secret des familles nombreuses, en fait. Il y a absolument aucune question des enfants Non, bah, après l'âge oui, de oui, 5 ans, j'en non, sais rien. nombreuses ou pas, parce que c'est vraiment un milieu ouvrier où le but du jeu, c'est la, enfin le but du jeu, c'est pas un jeu, mais le but de la vie, c'est entre guillemets, bah, c'est ramener les moyens de subvenir à ses besoins et voilà, et pas montrer non plus qu'on existe plus que ça. Hein. C'est quand même une époque. Là, je parle quand même d'une époque c'est plutôt les années fin 70. Ok. J'ai Enfin, c'est 55 quand ans. même l'époque qui est fantasmée par tout le monde en France en ce moment. Certes, 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 mais c'est quand même une époque fantasmée, mais par certains côtés et par d'autres, non. Parce que moi, j'ai connu, alors on est au sortir quand même de la guerre d'Algérie, qui est pas très loin. Hein. On Hmm. sort de la guerre d'Algérie qui est de 62. Là, on se retrouve plutôt dans les années, on va dire, 78, 79. C'est pas grand-chose hein, dans une vie, on va dire. Et donc, moi, rien que dans ma rue, j'ai des anciens ouvriers qui avaient fait la guerre d'Algérie. Et on Hmm. trouve de tout. À cette époque-là, les lois étaient peut-être différentes, etc., mais les lois ne s'appliquent pas comme elles s'appliquent maintenant. C'est-à-dire que dans la rue, c'est un peu la loi de la cité, mais la cité de l'époque. C'est-à-dire avec toutes les origines, mais personne ne peut vous empêcher ou empêcher quelqu'un de sortir de chez lui. Et s'il y a un petit contentieux entre son fils et moi ou un autre, ça n'empêche pas de m'insulter de bougnoule, etc., au vu au-dessus de tout le monde. C'était comme ça. Bien que celui qui ose, qui ose sortir ces insultes, on va dire, bah, soit lui-même d'origine italienne. Parce que, alors je vais préciser d'où je viens. Je viens donc de Lorraine, d'un département qui se dénomme la Meurthe-et-Moselle. Et quand on regarde la Meurthe-et-Moselle, elle a une forme de chaussure, un peu façon italienne, mais sans le talon. Et quand on suit le haut de la botte, il y a une double frontière avec la Belgique et le Luxembourg. Et moi où j'habitais, à quelques hectomètres près, j'étais à 500 mètres sur ma gauche de la Belgique et à 500 mètres sur ma droite du Luxembourg. Et c'est une région qui a fortement connu une immigration italienne des années post-fascistes, on va dire. Il y a énormément d'Italiens, d'ailleurs, dans mon département. Il y a le Festival international du film italien à Villerue, très très connu, avec des acteurs mondialement connus qui s'y présentent, qui viennent, des réalisateurs qui viennent présenter leurs films, etc. Donc une très très forte communauté italienne, intégrée, puisqu'elle est arrivée dans les années 20, les années 30, et donc devenue français, etc., mais avec aussi la mentalité des Français, c'est-à-dire que quand ils ont fait leur service militaire dans les années après la Seconde Guerre mondiale, donc quand il y a eu la guerre en Indochine et en Algérie, bah, ils y étaient. Et donc pour certains, bah, ils revenaient et ils avaient encore le... C'est un milieu dur quand même, hein, le monde ouvrier. Hein, on ose des choses quand même. Hein. Si je raconte des anecdotes, ça peut faire bondir des gens qui sont plutôt pour la défense des animaux, par exemple. Si je raconte une anecdote, ça va être un peu sanglant. Vas-y, vas-y. Raconte-nous une petite anecdote Alors, oui, sur la rusticité. oui, absolument. Ce fameux voisin italien, d'origine italienne, mais tout fier voilà, de son acte, il avait une chatte qui avait donc une portée de chaton qui venait de naître, et il n'en voulait pas. Et à l'époque, il y avait ces sacs en toile de jute, je crois que c'est peu épais comme ça, où on mettait, où à l'intérieur, on achetait des pommes de terre, je crois que c'était. Eh bien, il y a mis les chatons et il les a éclatés
contre un mur, devant les enfants et les gens qui étaient à proximité. Et on voyait mais vraiment éclater, hein, pour vraiment les tuer, quoi. Et on voyait donc le sang et les viscères, enfin tout ce que tu veux, sortir de ce sac. Et il en était tout fier, quoi. Voilà. Donc c'était assez plus que rustique. C'était comme ça. C'était dur. C'était comme ça. Il fallait grandir dans ce monde-là. Voilà pour l'anecdote. Ok. Ça va pas plaire aux Dis donc. défenseurs des animaux, mais effectivement, Disons, autre temps, autre mœurs. Et du coup, c'est ça. donc, dans cet environnement Ah oui, oui. très bienveillant envers les enfants, du coup, tu te développes, donc voilà, tu deviens musulman. Tu atteins quel niveau, on va dire, d'islamité à ton plus haut taux Alors, d'implication, on va dire? Tu alors, as fait les prières? alors, voilà. Mais mais à l'époque, il n'y avait pas d'imam, il n'y avait pas de gens comme ça pour t'orienter, hein. Comment ça, pas C'était, d'imam? Il n'y avait pas de ben, il n'y avait pas, mosquée, il il n'y y avait avait pas rien. de mosquée, il n'y avait pas de, non, non, non. C'était les copains qui disaient ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire, etc. Donc, c'était un islam, on va dire, soft dans le sens où déjà à mon âge, à mon jeune âge, c'était pas les 5 prières, c'était pas ça, hein. Par contre, c'était pas manger de porc, faire le ramadan. Donc là, je te parle d'un âge où allez, là, j'ai 13 ans. Donc, voilà, à partir de 13 ans, on peut dire que je suis musulman, mais j'ai pas tous les enseignements. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ça. Je veux dire, il y a personne pour m'apprendre, et peut-être tant mieux à la limite, mais personne pour m'apprendre comment on est un bon musulman. Pour moi, un bon musulman, c'est quelqu'un qui, à l'époque, c'est quelqu'un qui ne mange pas de porc, ne boit pas, en principe. Les prières, on les fait dans sa tête, et voilà. Et beaucoup, beaucoup de bienveillance. J'accordais énormément d'importance au fait, pour moi, quelqu'un qui était croyant, il était au-dessus de tout le monde moralement, qu'il soit chrétien ou musulman, ou même juif, mais j'en ai pas connu à cette époque. Quelqu'un qui était croyant, c'était ça ma définition. Il était forcément moralement au-dessus des autres, bienveillant, tolérant. Pourquoi? À cause de l'image de Jésus. C'est ce qu'on m'a mis dans la tête et que j'ai accepté à cette époque. Et puis même quand on regardait les films hollywoodiens, etc., Jésus, c'était toujours un personnage, mais respecté, et qui avait une aura incroyable. Donc voilà, ça c'est important pour la suite. Cette Tu fais un conception. syncrétisme entre tes cours, le film Ben-Hur à la télé, et, Oui, ou n'importe quel et ce film, que tu t'étais inventé de l'islam. ouais, n'importe quel film mais c'est ça le paradoxe, grâce à Jésus en fait. Parce que pour moi, dans une religion, on était comme Jésus. Celui qui représentait sa religion était comme Jésus. Sauf que voilà, il y avait des différences culturelles, donc ça, voilà, il y avait un monde qui était chrétien, il y avait un monde qui était musulman, il y avait un monde qui était autre chose, mais le but de toutes ces religions-là, c'était, ben voilà, la solidarité, la bienveillance. Pour moi, c'était ça. Voilà. Et donc, avec forcément, voilà, on va dire, la référence à ma culture d'origine, voilà, je me dis, ben, je dois plutôt être de ce côté-là, c'est-à-dire l'islam, mais tolérant, ouvert, etc., etc. À tes parents, à ce moment-là, ils ont toujours pas d'influence sur toi, sur ton islamité et Non, ta manière de pratiquer. non. Le Ok. seul, C'est un non-sujet à la maison, on va dire. ouais, non, c'est un non-sujet verbal, on va dire, mais la seule chose de visible, d'islamité, si je peux dire ça, c'est le ramadan. Sachant qu'il faisait les 3-8, quoi. Les 3 fois 8 à l'usine. L'usine, c'est les sidérurgies, hein. C'est un métier, mais très très dur, hein. Et c'était bien Très, suivi? très dur. C'était bien suivi par tout le monde, le Non, ramadan, dans non, ton c'est pour ça environnement? que là, je commence à relever quand même on va dire des contradictions, parce que pendant la période de Ramadan, on pouvait faire le Ramadan, donc les adultes pouvaient faire le Ramadan, mais le reste de l'année, par exemple, je vais parler de mon père, eh ben, le reste de l'année, il pouvait boire, et boire jusqu'à l'ivresse, et jusqu'à faire des bêtises aussi. Et là, je me dis quand même, bon, ben, c'est peut-être une manière d'être musulman, il s'accommode. C'est beaucoup plus tard que j'ai compris, en fait, hein, qu'on pouvait, Mhm. voilà, étant donné la dureté de la vie, etc., je trouvais quand même pas mal de circonstances atténuantes. Et je me dis, voilà, il avait besoin de souffler, et il soufflait comme ça, quoi. C'était pas un rigoriste. La preuve, c'est Mhm. qu'il
ne les a jamais forcés à quoi que ce soit. C'est moi qui suis allé chercher la religion, tout seul. C'est moi qui étais en demande de religion. C'est paradoxal, hein. C'est surprenant. Oui. Enfin, après, ton environnement était propice, enfin, pas propice dans le sens tu as vraiment été incité, mais je veux dire, il n'y avait aucune friction pour que tu ne sois pas religieux, quoi. Non, Euh, vraiment. Ce qui aurait été étonnant, c'est que tu deviennes peut-être extrémiste ou fanatique, mais je veux dire, Ah non, à cette époque-là, non. tes parents restaient, Ah non, tes non, non. parents restaient croyants, t'avais eu bah, Sans les plus. petites vieilles là qui t'avaient. Voilà, c'était ça, c'était une croyance. Voilà, on leur a toujours dit qu'il y avait un Dieu et qu'il s'appelait Allah. Et Voilà, puis on la peut. France, elle était plus pratiquante à l'époque, surtout en province. Tu t'as pas grandi en région Ouais. parisienne, par exemple. Donc il Non, y alors avait quand il y a même une une. grosse, très grosse différence quand même, parce que moi qui ai connu la région parisienne après, Mhm. dans les, on va dire les périodes modernes, toutes récentes, il y a énormément de différences malgré tout quand même, hein. Parce qu'on n'est pas Mhm. noyé, on n'est pas noyé dans un environnement, on va dire entre communautaire. Euh, D'accord. pas tout de suite. C'est venu qu'après parce que voilà, s'y est mêlé, ben la politique de la ville, la politique de, etc. Où on a commencé à mettre les gens, à les entasser entre eux. Par exemple, chez moi, donc en Lorraine, on va dire, ça a énormément changé. Ça n'est plus ce que j'ai raconté en introduction, c'est-à-dire le melting pot de toutes les, on va dire, les origines, dont, bah, forcément, des ressortissants du pays d'accueil, quoi, français, de souche. Parce qu'avant, il y avait des François, des Francis, des Christophe, là, j'y suis retourné récemment, c'est triste, c'est triste. Moi, j'ai pas connu ce qu'on nous raconte dans les médias, etc., etc. J'ai pas connu ça, moi. Moi, j'ai grandi avec Bah, toi, t'as des. connu les mecs qui tuaient des chats contre les murs, donc Certes, non, mais les je sais enfants pas de ces si, gens-là, je sais pas si tu gagnais au change. non, 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 ça c'était les adultes, hein. Et en même temps, ils avaient fait la guerre d'Algérie, ils étaient tout fiers, ils pouvaient même se vanter d'avoir tué des gens, etc. Mais il y en avait des comme ça. Et ceux-là, ils ont certainement contribué à faire monter le Front National de l'époque, c'est possible. Mais moi, j'ai un autre copain, toujours d'origine italienne. Son père, il avait fait la guerre d'Algérie, où j'ai vu, c'était un para, avec l'équipement, tu sais, de camouflage, là, puis le fameux, la casquette, là, qu'on met pendant l'été, là, qu'ils ont. Il a jamais s'est vanté, mais jamais. Il était discret. Je me demande même s'il l'a faite, cette guerre. Et je sais qu'il l'a faite. Il était adorable, ce monsieur. Adorable. Il avait une volière avec des jolis oiseaux de toutes les couleurs. Mais il était certainement d'un humanisme incroyable parce que, enfin, il a sauvé des enfants d'un incendie. Et ça a été médiatisé à cette époque. À l'époque, ah oui, oui, là, c'est d'un incendie parce que les parents n'étaient pas là. C'est un peu une histoire un peu sordide, mais le papa était à l'usine et la femme était avec quelqu'un d'autre. Mais pas à la maison. Elle a laissé ses Ah deux ouais. enfants en bas âge, oui, 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 qui avaient quoi, 10 ans et 5 ans, je crois, comme ça, de mémoire. Eh ben, le père, la maison en flammes, je me souviens, hein. On voit ça dans les films, on n'ose même pas approcher des flammes, mais lui, il est allé, il avait mis une couverture mouillée, etc. Il est allé le sauver. C'est devenu un héros. Mais la personne était discrète. Alors je sais qu'il a fait la guerre d'Algérie. Il en a jamais parlé. Je ne sais pas ce qu'il y a fait. Contrairement à l'autre. C'est un milieu comme ça que j'ai connu, tu vois. Parlons d'islam là. C'est le thème Oui. du podcast. Parle-nous de ton évolution bah, dans le dogme. Bah, j'ai été musulman jusqu'à adolescent et préadulte. Et je perds, entre guillemets, je sors de la foi, j'apostasie en terre musulmane en Algérie. C'est aussi un sacré paradoxe. Ouais, donc je perds la foi en pays musulman, en terre islamique, et ça se déroule l'année exacte, je m'en souviens, 1988. Et je vais donc expliquer comment j'arrive en Algérie à cette époque-là. Bah, disons que, alors c'est lié à la crise économique que subit la Lorraine dans les années 80. Arrive au pouvoir en 81 Mitterrand. En 83, il change de politique et abandonne, on va dire, ses principes de gauche. C'est mon avis et l'avis d'autres aussi. Et il promet que malgré la crise, les emplois vont être sauvegardés dans la sidérurgie en Lorraine. Mais il faut jamais faire confiance à un socialiste, bien que je sois de gauche et je le revendique. Alors je le précise, j'ai quand même grandi dans un milieu ouvrier, organisé,
syndicalisé, très très à gauche. On va dire que c'est le Parti communiste français qui dominait, la CGT, la CFDT. Et j'ai connu quand même des périodes des mouvements sociaux des années 80 où les ouvriers tentaient de défendre quand même leur emploi. Et là, à cette époque, Mitterrand promet, et il vient dans le nord du département, et il se présente et il promet que les emplois vont être sauvegardés. Je crois que c'est en 84. Et évidemment, comme toute promesse, il la tient pas, puisque il y a des vagues énormes de licenciements. Et les premiers qui prennent, forcément, ce sont les immigrés, on va dire. Les immigrés qui étaient venus, à mon avis, dans leur esprit pour ne pas y rester, mais ils ont quand même fondé des familles et des enfants qui sont devenus français. Et donc, en 1986, déjà en 1985, mon père, je pense, perd son emploi. Alors, je précise que mon père ne racontait pas grand-chose. Tout ça, je devais le deviner. En 86, il nous propose d'aller en vacances en Algérie. On part tous, donc on est une famille de 8 enfants quand même. Hein. Il faut C'est faire. la première fois. Alors non, c'était pas la première fois, mais c'était la première fois où j'ai un âge, on va dire, conscient. J'étais allé à 6 ans, donc pour ma circoncision, c'est là-bas que je l'ai faite, à l'ancienne. Ah bah tiens, C'est-à-dire, t'as envie de nous en parler? voilà, à Non mais l'ancienne. tu vois, quand on gratte un petit peu le vernis, pas musulman, Ouais. on garde quand même le Non, starter mais pack, tu vois. exact. Voilà, c'est ce que. Voilà, non, non. Mais là-dessus, voilà, mais j'y avais pas pensé tout à l'heure quand je me suis présenté, mais effectivement, Ah là, mais on va cette continuer partie-là, la elle, discussion, on va elle, en trouver d'autres, hein, t'inquiète. ouais, ouais, ouais. Cette partie-là, oui, effectivement, voilà, c'est une tradition, voilà, hein, qui découle aussi de la religion, et puis c'est la circoncision, et qu'on fait en principe vers 6 ans, 6, 7 ans. Mm. Voilà, c'est à peu près l'âge où, et effectivement, je l'ai faite. Donc j'ai dû connaître l'Algérie à cette époque-là, j'ai dû y retourner peut-être encore 2 ou 3 ans après, et puis plus rien jusqu'en 86. Mais et je dois préciser aussi, quand même, il faut que je le dise, que j'idéalisais quand même l'Algérie. Et vraiment, pour moi, c'était voilà, j'idéalisais parce que j'étais origine de là-bas. Je recherchais, je sais pas pourquoi, on se dit, ouais, ça doit être un super pays. En plus, ils sont musulmans, donc voilà, avec une moralité mais incroyable. Donc voilà, donc arrive 1986 où on Et part c'était pas si mal à l'époque, j'imagine, l'Algérie encore. à Tu quelle sortais de époque? l'indépendance, Ouais, dans enfin, ta jeunesse. ouais, mais je me rappelle pas Enfin, ils trop. avaient pas connu encore la décennie noire. Non, voilà, mais je vais y arriver parce que je vais en parler. Parce que j'étais Ouais, je m'en présent. doute. J'étais présent, j'étais Ah, sur ok. place, voilà, au début. Donc on arrive, voilà, donc moi j'ai juste des souvenirs, hein, grand-mère, grand-père, les vaches, voilà, agriculteurs, enfin la débrouille, voilà, la chaleur, les odeurs, les parfums, les figues, super quoi, voilà, mais on est gamin. Mais là j'ai 17 ans, en 86, 1986, j'ai 17 ans. Je dois le dire aussi, mais j'ai déjà une conscience politique, on va dire. Je suis à la fois, c'est assez original, mais je suis à la fois, on va dire, un musulman soft, un musulman qui fait quand même le ramadan, qui mange pas de porc, et je suis aussi influencé par ma région, les mouvements politiques de ma région, les mouvements syndicaux, et je sais que c'est pas, je vais sortir un peu du cadre encore une fois, mais une anecdote, je m'oppose, je comprends pas pourquoi mon père ne participe pas aux grandes révoltes ouvrières des années 84 où mais vraiment, ça se bagarre. Comment dire, les événements des Gilets jaunes, là, où les gens perdent les mains, etc. Moi, j'ai connu ça en 84. Parce qu'à l'époque, ils balançaient des grenades, les CRS. Et quand les gens prenaient les grenades et pour les renvoyer, elles pétaient à la main. Donc, ils perdaient leurs mains. Ça existait déjà. Mais je ne comprenais pas pourquoi mon père n'y participait pas. Et ça a été un moment enfin, de débat entre nous. Mais on ne pouvait pas débattre C'était quoi longtemps. ces arguments? Ah J'ai pas voilà. envie de me battre pour un SMIC. Oui ou non, c'était plutôt c'est Ouais, plutôt l'époque c'est où un bon argument. non, ouais, mais l'argument principal pour moi, je l'ai bien compris aussi, c'était pas de vague. On est là, on nous accepte, on fait notre argent, je vous nourris comme je peux, mais il faut pas, je fais pas de vague. C'est pour ça qu'on retrouve très très peu d'ouvriers d'origine maghrébine, enfin dans les manifs quoi. Et moi je comprenais pas ça. Moi j'étais sur place moi.
Moi, j'étais un Mais petit rebelle. c'est pas de vague, il se sent pas chez lui, il a pas envie de s'immiscer dans les affaires internes du pays, ou c'est pas de vague dans le sens, il a peur de se faire éjecter du pays? C'est pas de Ok. vague, on baisse la tête. C'est la vieille C'est posture une mentalité un peu du, coloniale? du soumis. Il était Ouais, soumis. voilà. Voilà, il pouvait penser. D'ailleurs, à cette époque-là, euh, quand les ouvriers, ils le savaient qu'ils étaient soumis et quelque part, quand on est un peu fier aussi, on ne peut pas l'accepter ça. Et comment on règle le problème? Bah, En frappant on sa boit. femme. Exact. On Ouais, boit et on frappe sa femme. écoute, Exact. J'ai connu ça. c'est vieux comme le monde. Voilà. Ben oui. Ben oui. Parce qu'on est lâche à l'extérieur, on est fort à l'intérieur. Donc dès qu'il y a un mot de travers de madame, ah ben, elle prend des coups. Et moi j'ai vu des choses, voilà. C'est Même pas pendant. plutôt conscientiser un schéma comportemental où le fort doit écraser le faible? Et tu vois, ça redescend en cascade? C'est fort possible. Ouais, c'est fort possible qu'on intègre ça finalement. Ouais. Le fort écrase le faible. Mais là, déjà, je pouvais pas accepter ça. Je l'acceptais pas. J'ai toujours mon principe numéro un de base, et je ne sais pas pourquoi. Faudra voir avec Monsieur Freud. C'est la justice sociale, la justice tout court. Je ne supportais pas, quel que soit l'auteur, qui fasse partie de la même classe sociale, la même famille ou tout ce qu'on veut, qui commette une injustice envers un tiers de la même classe, la même famille, tout ce qu'on veut, je ne le supporte pas. C'est viscéral. Et effectivement, là, je vois ça, je vois quand même quelqu'un qui se sent lâche à l'extérieur et qui se sent fort à la maison. Et ça, c'est pas possible. Mm. Et ça va jusqu'au sang, hein, ça va jusqu'à des choses, voilà. Mais on est obligé d'avoir de la pitié, de la compassion pour celui qui vit ça, quoi. C'est obligatoire. Et quand on est attaché à la justice, etc., ça touche. Et donc, moi, ça m'est insupportable qu'on traite inhumainement un humain. Rien que de dire ça. Inhumainement, c'est pas humain. Ça suppose que ce qui devrait être humain doit être bien. Quand on dit quelque chose, c'est pas humain de faire ça. On présuppose que ce qui est humain, normalement, est positif. Je peux te partager une réflexion? Oui. Je me suis toujours demandé si c'était vraiment ça ou s'il y a d'autres personnes qui ont un autre schéma mental et justement qui pour eux, la normalité, enfin, du coup, c'est pas inhumain, c'est d'écraser ceux qui sont plus faibles que soi. Mais que c'est vraiment Moi, je pense que une tu as méthode raison. logique de gestion de la Oui, société, tu vois. oui, oui. Le chef écrase le sous-chef, le sous-chef écrase l'ouvrier écrase sa femme écrase ses enfants, Oui, c'est l'aîné bien connu, écrase ça. En le psychologie cadet, et le sociale, cadet écrase... ouais, c'est bien connu en voilà. psychologie sociale, ça. Puis c'est multifactoriel en plus. Parce que ça peut dépendre d'un tas de choses. Ça peut dépendre Mais ce aussi que je veux dire par là, c'est que ça se trouve que ton père n'était pas frustré comme toi tu l'entends. Il reproduit un schéma de pensée qu'il a quelque part validé en fait. C'est peut-être pas le Alors, schéma de pensée, enfin c'est peut-être pas la méthode idéale, mais reproduire, je suis d'accord. C'est possible. Mais qu'il ait validé, non. Pour moi, il l'a pas validé, non. il l'a validé par les actes, en frappant ta mère parce qu'il Ah, est plus fort d'accord, voilà. physiquement qu'elle. Bon, valider, ça veut dire Il passer à valide la l'acte. Ça, chose. oui. Je dis pas que, je sais pas moi, à 15 ans, il avait vu son futur comme ça, je sais pas, ça se trouve en plus Oui, ça se oui. trouve que oui. Je pense que J'ai c'est vraiment ça. l'impression que toi tu analyses une situation avec des valeurs et un code moral qui est le tien et que tu le transposes à d'autres. Parce que moi, je te dis, c'est plusieurs facteurs qui rentrent en jeu là-dedans. Il faut se replacer, Évidemment. il y a un contexte économico-social et même psychologique. Mhm. Parce que, après, chaque famille est différente. Je sais que dans le monde ouvrier, etc., ça existe. Il n'y a pas besoin d'être immigré pour ça. Ça existe même dans le Nord, où les familles étaient, voilà, Mm. dans la mine, et c'était des Français de pure souche. Voilà, ça existe partout, même dans les campagnes, mais Mm. françaises. Mais il y a plusieurs facteurs quand même, parce que c'est assez particulier quand même pour un immigré qui est pas chez lui, qui se sent déjà diminué, qui vient d'un pays où on l'a fait jamais sentir comme chez lui, l'Algérie. Pourtant, il y est né, mais on l'a fait sentir comme un étranger sans droit. Il faut pas oublier le code de la nationalité là-bas, le code de l'indigénat, pour ceux à qui ça parle. Donc, déjà, on est étranger chez soi, on est étranger ailleurs,
ça joue dans le mental. Mm. Ensuite, on doit, à l'étranger, donc en France, pour lui, hein, eh bien, gagner sa subsistance avec ses principes et sa morale, etc. Et ces principes, c'est quoi? Parce que pour faire 8 gosses, 8 enfants, je me dis, il faut être un peu, ne pas penser à tout ce tout ce qui est moderne maintenant, c'est-à-dire, voilà, on n'a pas les moyens de faire des enfants, on en fait 2, 3, puis on arrête là, quoi. Et là, non, là, donc on en fait 8, c'est le serpent qui se mord la queue, plus on en fait, plus il faut les nourrir. Mais les ressources sont toujours les mêmes. Un ouvrier reste un ouvrier. Et quand un ouvrier perd son travail après, comment on fait? Et là, on arrive, voilà, donc avec tous ces tourments, etc., et puis peut-être aussi des problèmes, je sais pas moi, avec sa propre famille, parce qu'ils ont toujours un lien hein, avec ses frères et sœurs et tout, restés en Algérie. Et la combinaison de tout ça, ça vous fait une bombe pour la femme qui est à la maison, parce que c'est elle qui doit prendre. Et puis même nous, moi j'ai pris des coups. Là maintenant, ce serait certainement les services sociaux, la justice, la prison, peut-être. Quand on voulait nous faire comprendre quelque chose, puis même à l'école, je veux dire, on a du mal à le croire ça, mais à l'école il y avait le piquet. Le piquet c'est de la torture. On vous mettez à genoux, les mains derrière la tête, et puis vous restiez comme ça 15, 20 minutes, une demi-heure, à l'école. Pas au collège, hein, en primaire. Moi, je me souviens qu'à la maternelle, si on parlait trop, à la maternelle, donc on avait quoi, 4-5 ans, on prenait les maîtres, les maîtresses prenaient du scotch et nous entouraient la bouche avec, pour éviter qu'on parle. Ça, c'est inconcevable maintenant. Parce que les sciences de l'éducation, voilà, ont progressé, les mentalités ont bougé. Mais voilà, il faut le savoir tout ça. Donc c'est quand même une époque malgré tout violente. Hein. Et voilà, donc et sans les interdits de maintenant. Donc la société était quand même très permissive. Elle rentrait pas dans les familles pour voir ce qui s'y passait. Hein. C'est pour ça qu'on assiste maintenant à des choses, on déballe des choses qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Hein. Que ce soit voilà, dans les églises, ou l'église, ou dans les familles, ou voilà. Parce que maintenant on parle, voilà, on libère la parole. Ok. Alors, reprenons sur l'Algérie, là. T'arrives en Voilà. Algérie, t'as 17 ans. Ah ouais, j'arrive à 17 ans. T'es mature intellectuellement dans le sens où Ah oui, t'es oui, un oui, jeune oui, je suis adulte. En tout cas, tu mature. comprends, voilà, tu Je comprends le monde. comprends le Oui, monde parce tu manques que d'expérience, c'est ce que je veux dire. ouais, T'as un cerveau d'adulte, c'est ce que je veux dire. ouais, mais je Ok. suis quand Et même donc, paré au niveau, on va dire, compréhension du monde. Parce que déjà, dès l'âge de 13-14 ans, et puis le passé, on va dire, voilà, hein, du monde ouvrier, des révoltes syndicales, politiques, etc. Je comprends vite le monde, je comprends vite la politique. Ça, c'est pas un problème. Par contre, je suis un idéaliste. Je me dis, ailleurs, c'est peut-être mieux, c'est peut-être bien. On peut combiner la religion, la recherche du bien pour l'homme, et puis une politique qui fasse qu'il n'y ait plus de pauvres, que tout le monde soit heureux, etc. Et donc j'arrive en Algérie. Donc c'est l'été 86. Et d'abord on part, mon père nous fait croire que c'est des vacances. Rien que quand j'annonce ça comme ça, tu vas comprendre que je découvre que ce ne sont pas des vacances. Donc on arrive et pour nous flatter, on nous offre donc on arrive, voilà, et puis on nous flatte, on nous offre des choses qu'on nous offrait jamais avant. Je dis mais c'est pas possible, ça, on est gâté. Pourquoi, comment? Et on arrive, je crois, en juillet. Et mon père repart tout seul au mois de fin août, par là, fin mi-août. Et c'est la famille, donc les grands-parents, etc., qui m'annoncent, enfin, il y a des rumeurs insistantes qui nous indiquent que, on repart plus. Je dis non, non, c'est pas possible. Non, il me l'aurait dit. J'ai 17 ans, je suis presque adulte. Il me le dit, il va me le dire. Eh ben non. Eh ben non. Et voilà. Donc, il repart tout seul en France, il règle les papiers, etc., etc. Et c'est l'époque je sais pas si tu te souviens, il y avait un film comme ça, c'était prends 10 000 balles et casse-toi. Ça te parle? non. C'était la politique sous le président Giscard, je crois, qui était que on offrait 10 000 francs à l'époque, ça devait être peut-être une grosse somme. C'est 100 000 balles? Prends 10 000 balles ou 100 000 balles, je sais plus. Et on incitait les immigrés à rentrer chez eux. Donc c'était une prime au départ. Mais ils repartaient Ah avec. ouais? Ouais, ouais, ouais.
Et j'avais... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et quelques années avant, il demandait aux oui, gens oui, de c'est venir les en années France. fin 70, hein. Ah, mais France Inter- t'imagines le manque de vision à long terme des types? Dans les années 70, ils sont partis chercher des Maghrébins chez eux dans les villages, Oui, et 10 ans plus tard, ils leur donnent des chèques pour rentrer. exact. Oui, parce Il faut quand qu'avec même après les être... 30 glorieuses, on a la crise pétrolière des années 73. C'est là ouais. que commencent les problèmes avec l'industrie aussi, hein, parce que se met en place une politique à destination des immigrés. Et c'était ça. C'était en donner une prime au départ. Et certains Ouais, l'ont bah, dis saisi donc. parce qu'ils ont flairé que les problèmes allaient arriver, que l'emploi allait se perdre, que l'orientation, c'était plus maintenant d'être sympathique avec les immigrés qui viennent reconstruire le pays. Non, voilà. Donc ça, c'est sous Giscard, il me semble, hein. Il faudrait Ok. que j'en suis. J'ai une remarque aussi à faire. Oui, Du coup, tu es en Algérie, on t'annonce que tu dois y rester, mais il me semblait que tu idéalisais l'Algérie. Ça aurait ouais, dû être une bonne nouvelle, non? oui, mais je vais te raconter. Alors vas-y, Et c'est puis parti. j'ai quand même un peu spoilé, puisque je dis que je perds ma foi en terre musulmane. Donc voilà. Donc, alors, on arrive par l'avion, et moi, je pensais que l'Algérie, c'était la France, mais avec des Arabes, des Berbères, et des musulmans, quoi. Voilà. Mais pareil. Enfin, je sais pas, les mêmes bâtiments, les mêmes routes, mais c'est pas du tout ça, hein. Je vois des palmiers, je vois beaucoup de terrains vagues en terre, en friche. Ok, bon, voilà. Et déjà, ça ressemble pas trop à ce que j'idéalisais. Donc, je prends contact avec le pays. On me gâte un petit peu pour me faire accepter le fait que voilà, je vais y rester. Et puis bon, bah voilà, hein, je me rends dans la grande ville. Alors, moi, quand j'arrive, rien n'est prêt, rien n'est prêt, rien, vraiment rien n'est prêt pour nous accueillir. On n'a pas de maison, on n'a rien. C'est là aussi le choc. Et on vit dans une grange à animaux. C'est quand même Wow, ok. violent. Ah ouais, ouais, ouais. Et bon, Je je pense pas dé- qu'il y avait l'eau chaude et le... alors je le dis tout de suite, l'eau rationnée parce que c'est un pays sec. Il faut aller chercher l'eau avec des gros bidons et soit on est fort et on en ramène un et il faut y retourner. Mais c'était surtout avec des ânes. Et j'habitais la montagne, donc c'était très rural, très rural. Et les hommes, quand ils travaillaient pas les champs ou autre chose, ils descendaient à la ville où ils allaient travailler à la très grande ville, c'est-à-dire Alger. Ils partaient, ils restaient une semaine, ils revenaient. Et les autres, ben, c'était la ville d'à côté, mais ils partaient toute la journée, ils revenaient très tard le soir. Voilà. Mais c'était ouvrier et rural. Et d'un rural vraiment presque médiéval. Les maisons étaient en pierre, c'était isolé avec de la bouse de vache, mélangé avec je sais plus comment ça s'appelle ça, mélangé avec de la paille, et ça isolait la maison. Mais c'était vraiment champêtre, quoi. Enfin, je sais pas comment te dire ça. Ça aurait pas pu être pire, quoi. Non, et ça, cet événement-là, on me l'a rappelé récemment parce que et c'est l'inverse de ce qu'avait vécu l'apostat Kafir. J'ai écouté une émission, Ouais. bah, la tienne, où il intervenait, racontait son enfance, une enfance misérable. J'ai pas tort en disant ça, hein. Où il n'avait pas d'eau, où il vivait bah, dans des maisons comme je viens de les citer. Il n'avait pas de radio, pas de télé, pas de, qu'est-ce qu'il avait dit, pas de toilette. Bah, moi, hormis la télé et l'électricité, j'avais pas l'eau courante. Je vivais dans les mêmes maisons que ce qu'il a décrit. Pas de toilette, pas de WC. Si je rentre dans les détails, ça peut être voilà. Euh, c'est impressionnant. Je découvre ça, moi. C'est impressionnant. Ah, là, Et, t'étais dépaysé, là. ben, elle est très très Ton, dépaysée parce qu'après ton pays idéal, là. voilà, il en prend un coup. Et par exemple, mais on n'y pense jamais ça, mais dans les années 80, voilà, le papier toilette. On pense quand on va aux toilettes, on pense papier toilette. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'était l'eau. Il fallait prendre une boîte de conserve vide, et c'est ça qui servait à prendre de l'eau et aller faire ses besoins. Il fallait faire ses besoins mais là où tu pouvais. Et il y avait des cas de dysenterie, etc. Parce que nous, avec nos estomacs d'occidental, il fallait supporter
locale et la nourriture locale. Et je peux te dire que, voilà, ça c'est des détails, mais j'en parle, c'est que ça m'a marqué. Voilà, donc voilà mon pays idéal, voilà aussi, je découvre les bidonvilles. Quand je me rends dans la grande ville, donc on descend de sa montagne, on va dans la grande ville du coin, hein, on va dire, je découvre déjà que ça ne ressemble pas à la France, hein, je l'avais déjà dit, hein, c'est pas les mêmes rues, c'est pas les mêmes maisons, etc. Et ce qui m'a, alors là, choqué, c'est quand j'ai vu une dame, une mère de famille, avec le voile, etc. Tu vois les voiles qu'on voit parfois dans les émissions sur voile l'Algérie blanc. française, ouais, voilà, les voiles blancs, et deux, trois ou quatre gamins autour d'elle, assises devant un commerce, à tendre la main, dans les années 80. Je me dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'était une dame qui avait été répudiée et qui faisait la manche, et les gens passaient à côté, soit ils donnaient pas, et ils l'ignoraient. Je me dis, mais zut, mon idéalisme de solidarité, de fraternité, de l'islam, là, il est où? J'ai commencé à avoir des doutes, là. Je me dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je vis là? Ça remettait en question le fondement, si tu veux, moral, éthique de cette religion. Je me dis, mais c'est pas possible. Merci d'être allé jusqu'à la fin de la première partie de cet épisode. La seconde arrivera bientôt. Et ce sera l'occasion pour Ali de vous parler de la suite de ses aventures algériennes dans la terre de ses ancêtres. Et ensuite, ce sera l'occasion pour Ali de nous parler un peu de l'actualité un peu de l'apostasphère. Lui qui a écouté l'interview de l'apostat Kafir va revenir un peu sur ce qui s'est dit lors de l'interview. Et vous verrez, Ali a une opinion assez tranchée sur la question. N'oubliez pas de laisser un petit pouce pour aider au référencement. N'oubliez pas également de retrouver l'ensemble du contenu des apostats sur le site tenu par l'apostat Kafir et qui se nomme apostat.fr. L'ensemble du contenu des apostats y est présent et je suis sûr que vous trouverez forcément votre bonheur. Il y a beaucoup de nouveaux apostats qui sont arrivés ces derniers temps et je voulais saluer par exemple le travail de Adelaxia, qui est très courageuse et qui ose se montrer à visage découvert sur YouTube. Donc allez voir ce qu'elle fait un petit peu et donc je vous rappelle son nom, Adelaxia. Eh bien, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à très bientôt pour la seconde partie de cet épisode.